Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 16 décembre 2025. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à divers sujets, dont notre sujet principal sera consacré à la situation à Gaza. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le général d'état-major, Dr Haytham Hussein. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. On va commencer par un premier reportage concernant le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a donné le coup d'envoi à une nouvelle ligne de production de l'usine de pompes submersibles de la compagnie Qaha pour les industries chimiques. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'intérêt que porte l'État au renforcement de l'industrie nationale et la production locale. Un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré aujourd'hui l'usine de production de pompes submersibles de la société Qaha pour les industries chimiques, affiliée au ministère de la production militaire dans le gouvernorat de Qalioubeye. Il était accompagné du vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El Wazir, ainsi que du gouverneur de Qalioubeye, Ayman Atiya. Madbouli a souligné que l'État poursuit ses efforts pour développer l'industrie égyptienne, considérée comme un moteur essentiel de la croissance économique. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à localiser l'industrie, renforcer les capacités humaines et infrastructures et accroître la valeur ajoutée de la production nationale. L'usine produit des pompes submersibles de différentes puissances, indispensables pour les stations de relevage, les usines de traitement des eaux usées et les projets de distribution d'eau potable, notamment dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement des villages ruraux. Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah Eddine, a précisé que ce projet constitue une première en Égypte, impliquant la collaboration de plusieurs entreprises du ministère et qu'il contribue à la valeur ajoutée de l'économie nationale tout en réduisant la facture des importations. L'usine est certifiée conforme aux normes égyptiennes et internationales et a déjà commencé à fournir des pompes à diverses entreprises de distribution d'eau à travers le pays. Donc, comme vous voyez, Monsieur le Général, l'État accorde beaucoup d'importance au développement de l'industrie. Ah oui, oui, puisque l'économique va au devant, au début, vers le problème économique dans l'Égypte maintenant avec l'IME, ils vont consulter, solver par l'industrie. Bien sûr. On va passer à un autre sujet important, celui des élections. Le vote des Égyptiens de l'étranger se poursuit pour le deuxième et dernier jour du second tour des élections à la Chambre des représentants. Le scrutin se poursuivra jusqu'à 21h heure locale de chaque pays dans 139 missions diplomatiques réparties dans 117 pays à travers le monde. Le dépouillement des bulletins aura lieu ensuite. Parallèlement, les gouvernorats concernés par le second tour finalisent leurs préparatifs en vue des élections qui se tiendront mercredi et jeudi prochain. Ce second tour concerne 55 circonscriptions électorales réparties dans 13 gouvernorats et met en liste 202 candidats pour 101 sièges parlementaires. Les résultats officiels seront proclamés le 25 décembre. Aussi, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, a déclaré que les sièges des missions diplomatiques avaient connu un afflux inédit de la part des électeurs dans un nombre de pays arabes et européens au premier jour du scrutin.
Monsieur Benderi a souligné que l'autorité nationale des élections œuvrait en vue de faciliter les procédures de vote pour garantir la sécurité du processus électoral. Il a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement du vote, appelant les électeurs à participer positivement aux élections du Conseil des députés. Et à partir du gouvernorat de Al-Gharbiya, nous avons en ligne notre collègue Wael Alfi qui va suivre ces 2 journées de vote. Bonsoir Wael. Oui, bonsoir Nermine. Alors quels sont les préparatifs au gouvernorat de Gharbiya? Bon, alors écoutez, on est toujours avec vous pour essayer de vous informer et vous mettre toujours à jour pour l'Égypte et pour tous les Égyptiens. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'opération électorale du second tour de la 2e phase des élections législatives 2025 pour élire les membres de la Chambre des députés. Un scrutin qui va commencer demain et après-demain dans les circonscriptions et dans les gouvernorats visés par l'autorité nationale ou bien par la déclaration de l'autorité nationale des élections qui a décidé de reprendre ce second tour-là pour ces 13 gouvernorats dans la 2e phase de l'opération électorale, avec 55 qui sont répartis sur 55 circonscriptions. Rapidement, on peut les citer bien sûr, ce sont le Caire, tous les gouvernorats du delta nord du pays, avec les 3 grandes îles qui se trouvent sur le canal de Suez et le nord et le sud de Sinaï. Bon, je vous parle précisément du gouvernorat de Gharbiya. Il se trouve à 90 km environ nord du Caire, la capitale. Et c'est toujours dans les deltas du Nil. Et nous sommes aujourd'hui à la veille du premier jour du second tour de la 2e phase des élections législatives. Un scrutin va commencer demain et après-demain. Alors, à peu près 24 heures de l'ouverture du bureau de vote qui va commencer à ouvrir normalement, comme d'habitude, vers 9 heures du matin. Mais on parle des préparatifs qui sont intensifiés dans l'ensemble gouvernorat. Alors, les autorités locales, en coordination avec l'autorité nationale des élections, ont finalisé l'aménagement des centres électoraux, la distribution du matériel de vote et l'organisation logistique nécessaire pour le bon déroulement du scrutin. Les listes électorales ont été affichées, les urnes sécurisées sont en place et les équipes chargées de l'encadrement du vote ont reçu leurs dernières consignes. Bon, à El Gharbiya, là où je suis, les préparatifs concernent aussi bien les grandes villes du gouvernorat comme la ville de Tanta et la ville de Mahalla Kobra, que les centres et villages des zones rurales, afin de garantir l'accès au vote à l'ensemble des citoyens qui sont inscrits ou bien qui ont le droit de vote au scrutin. Parlons de la sécurité, un dispositif sécuritaire. Non, je voudrais parler, si tu permets, Wael, des mesures prises par l'État, les mesures supplémentaires pour garantir la transparence, cette fois, de ce 2e tour. Mais très bien, mais on parle déjà des préparatifs qui étaient pris par le gouvernorat, ici, de point de vue organisation, de point de vue sécurité, des dispositifs sécuritaires pour renforcer, qui étaient renforcés et mis en place autour des bureaux de vote dans le but d'assurer le bon déroulement de l'opération électorale, mais aussi de faciliter l'opération pour les électeurs. Bon, écoutez, Nermine, lorsqu'on parle de ce second tour-là aujourd'hui, on parle d'un second tour décidé et déclaré par l'autorité nationale, mais disons pas vu à des cas d'irrégulation ou ou de violations, comme on a vu dans la province du Sud à la Haute-Égypte récemment, ou dans les dernières tours de reprise. Mais là, il s'agit des candidats que, lorsqu'on a commencé à valider leurs résultats, ils n'ont pas eu le nombre total suffisant pour, c'est-à-dire passer par le... donc là, c'est pour le total des nombres, c'est-à-dire des élections. C'est pas pour des cas d'irrégulation, comme on a vu dans les dernières opérations. Tu vois comment? C'est-à-dire,
d'une autre manière, on peut dire que cette opération vise le total des nombres, parce que là, ils n'ont pas eu le total des nombres dans les résultats de la deuxième phase. Tu me comprends, Nermine? Oui, je comprends que ce n'est pas à cause d'irrégularité. En tout cas, on espère la majorité que... absolue. Bon, écoutez, d'une autre manière, ces candidats, dans la deuxième phase, au premier tour, n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Oui, oui, on a compris. Ouais, je te remercie beaucoup. Alors là, c'est tout à fait complètement différent. Oui, je comprends. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention. On poursuit avec nos reportages et on suivra certainement avec toi demain et après-demain, mais on va passer au président maintenant de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal Eddine, qui a assisté à la pose de la première pierre du projet Genvax pour la production de vaccins et de médicaments biologiques implantés sur une superficie de 50 000 mètres carrés dans la zone industrielle de Sorna. Les détails. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal Eddine, a assisté à la pose de la première pierre du projet Genvax pour la production de vaccins et de médicaments biologiques implantés sur une superficie de 50 000 mètres carrés dans la zone industrielle d'El Sokhna. Walid Gamal Eddine a souligné que ce projet stratégique, qui a obtenu la licence d'or, constitue une avancée majeure dans la localisation de l'industrie pharmaceutique en Égypte. Doté d'une capacité de production complète, le complexe fabriquera 29 vaccins et sérums destinés à couvrir les besoins du marché local et à l'exportation vers les marchés régionaux, renforçant ainsi la sécurité sanitaire nationale. Le responsable a précisé que ce projet s'inscrit dans la stratégie de la zone économique du canal de Suez, visant à localiser l'industrie et la technologie, réduire la facture des importations et soutenir l'autosuffisance en produits biologiques, tout en valorisant l'attractivité de la zone grâce à son infrastructure avancée et à ses avantages logistiques et incitatifs. Passons maintenant à notre sujet principal concernant la situation à Gaza. Rappelons que l'Égypte s'est félicitée de l'adoption à une très large majorité par l'Assemblée générale des Nations unies de 2 résolutions affirmant les droits légitimes du peuple palestinien. La première résolution concerne la souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. La deuxième assure le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Ce vote reflète le consensus international sur la justesse de la cause palestinienne et la nécessité de respecter les règles et les principes du droit international. L'Égypte a souligné que la souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses territoires et ses ressources naturelles représente des droits innégociables, rejetant toute pratique portant atteinte aux droits des Palestiniens. Alors, on voudrait commencer, Général, par nous tracer la situation actuelle maintenant à Gaza. Stratégiquement, l'entrée dans la deuxième phase de la trêve confronte une confrontation militaire directe vers une question politique. Cette phase relève davantage d'une réajustation tactique que d'un changement profond. L'équilibre militaire sur le terrain marqué par l'absence de victoire nette. C'est pour cela la deuxième phase constitue un gel stratégique qui va dicter le rapport de la force plus que par une réelle dynamique de paix. Pour la trêve, on va marquer 2 solutions
la trêve va être durable pour longtemps et où le conflit va augmenter et l'escalage de le conflit va augmenter. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par une trêve durable? Jusqu'à quand elle va durer cette trêve? Et est-ce une vraie trêve ou ce n'est pas tout à fait une trêve dans le sens connu de la trêve? Un arrêt complet des tirs. On ne peut pas le mesurer, mais il dépend au Israël ou Hamas. Si l'escalage de l'armée israélienne vers les Palestiniens, il va augmenter, les opérations de Hamas vont augmenter, au contraire, l'escalage va aller augmenter et il n'y a pas de stop, il n'y a pas de fin. Infini, c'est infini. On peut évoquer par un équilibre de discussion. L'équilibre de discussion stable, aussi, l'équilibre reste fragile. Oui, mais les discussions, ils ont tenté à maintes reprises des discussions dernièrement ici au Caire qui n'ont pas tellement abouti au règlement de la situation. On doit avoir les dépendables, sont les deux voteurs qui vont, comme les régions, comme l'Égypte et Qatar, avec les États-Unis, ils vont confronter une solution qui va être pour longtemps. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement d'attitude ou de position concernant les États-Unis dans ce conflit? Elle joue un rôle central. Mais notre parti, les canaux de communication et les minimum de confiance et aussi le désescalage des tensions va être en ça. Et comment va évoluer la situation maintenant? On va voir. On attend et on voit. Oui, mais est-ce qu'il y a un certain sommet prévu, certaines discussions prévues? Les États-Unis veulent mettre un sommet entre le président Sisi et Netanyahou avec le président Donald Trump, mais il n'est pas précis tellement, jusqu'à maintenant, pas précise la date. Et quelle est la situation des Israéliens dans tout cela? La situation de l'armée ou de Netanyahou ou de le peuple? Le peuple, on sait que le peuple, il est contre la guerre. Contre la guerre et que le peuple, c'est normal, il veut la paix. Mais quelle est la position du gouvernement israélien? Mais la paix n'est pas pour Netanyahou, n'est pas positif. N'est pas positif. Il veut aussi entourer Gaza. Le problème entre l'Égypte et Israël pour Rafah, le passage de Rafah. Il veut être ce passage au contrôle de l'Israël. Oui. C'est pour cela il y a après la trêve, on va voir la deuxième phase de la trêve va être en face. Et concernant l'entrée des aides humanitaires, est-ce qu'Israël bloque l'entrée des aides humanitaires ou bien les aides humanitaires parviennent à arriver dans les mains des Palestiniens? Les aides humanitaires de la côté de l'Égypte va directement, mais le problème de la côte de l'Israël. J'espère qu'il y a 225 trucks par jour
il doit être 600. Mais l'Israélien peut Bloqué. mais des blocs. Aussi, l'armée prévent les aides d'entrée. Mhm. Et je veux dire que si dans un temps où il fait aussi froid, avec des pluies, avec des pénuries d'eau, de médicaments et de nourriture, aux enfants, aux vieillards, aux femmes, à tous les citoyens qui sont dans le territoire de Gaza, et que Israël bloque ces aides, c'est à qui d'intervenir? Qui doit intervenir? C'est une catastrophe. Bien sûr. Catastrophe. Mais c'est le but de Benjamin Netanyahu. De provoquer les Palestiniens? Il veut provoquer une catastrophe. Provoquer Hamas? Provoquer Hamas est une catastrophe, puisqu'il il dit que les aides vont au Hamas. C'est-à-dire? C'est-à-dire il ne peut pas faire une nouvelle chose pour augmenter l'aide. C'est on sait très difficile problème de solver. C'est un problème très difficile problème, mais on va voir au futur. On va voir les jours après. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que dans les derniers mois, on a ressenti un certain assouplissement de la situation? Puisque les États-Unis a pressé en Israël. C'est pour cela. Et aussi, l'Égypte a mis des red line or des lignes rouges. Lignes rouges pour d'entrer ou pousser les Palestiniens vers Sinaï. C'est pour cela qu'il y a un problème pour Netanyahou. Il va être calme jusqu'à il fait qu'est-ce qu'il veut. Oui, mais ce qu'il veut, c'est impossible. Et l'Égypte l'a affiché très clairement. Impossible pour nous, oui, pour l'Égypte, mais pour lui, pas possible. Oui, il mais... veut. Le réglage, le règlement, c'est les États-Unis qui lui dit non. Mais cette question, elle a déjà été tranchée avec les États-Unis. C'est-à-dire le fait d'effectuer n'importe quelle migration pour les habitants de Gaza, c'est une question qui a été close par le président Abdel Fattah al-Sisi en premier lieu, ensuite appuyée par le président Donald Trump. Le président Sisi a fermé cette migration. Mais pour la rêve de Benjamin Netanyahu... Oui, il va toujours avoir de l'espoir. Ah, oui. Mais comme il a beaucoup d'autres espoirs... C'est son but. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Et puis, jusqu'à quand Benjamin Netanyahu va rester à la tête du gouvernement israélien? Jusqu'à l'élection. Quand? L'élection de l'Israël. S'il va réussir, il va continuer. Vous pensez qu'il va réussir? Mais non. Puisqu'il y a beaucoup de peuples qui ne veulent pas Netanyahou en Syrie. Il n'a pas réussi. C'est pour cela qu'il va pousser l'élection. Pousser, c'est-à-dire avancer la date des élections? Non. Pousser, retarder les élections. Il va retarder. Mais est-ce que ça dépend de lui? Est-ce que c'est lui qui décide de la date des élections? Ils ont un parlement, non? J'espère ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce conflit a trop duré, on a perdu trop de vies, les conditions des Palestiniens sont invivables et on ne voit pas vraiment une lueur d'espoir pour mettre fin à ce conflit. On doit avoir un processus politique durable et une garantie internationale. C'est une garantie internationale de les États-Unis et l'Europe avec l'Égypte. Oui, mais quel genre de garantie?
garantit pas d'escalage. Oui, mais, Pas d'escalage de guerre. oui, mais est-ce que vous voyez qu'Israël ne se plie pas à ces garanties? Elle va la plier. On l'espère en tout cas, mais qu'est-ce qui va changer dans la l'économie situation? israélienne a perdu beaucoup de monnaie. Et les États-Unis ne peuvent pas charger ça. Les États-Unis ont aussi perdu beaucoup d'argent. Perdu. Les États-Unis ne peuvent pas. Elle a un autre cas. L'autre cas est vers l'est. C'est-à-dire? C'est-à-dire vers la Chine. Mhm. Elle ne pense pas de l'Israël maintenant, elle pense aux Chine. Mhm. C'est pour cela elle doit calmer cette situation. Et elle pense aussi à l'économie, je veux dire surtout Donald Trump qui est un économiste et qui connaît la valeur justement de l'argent, ne veut pas continuer à dépenser de cette façon maladive pour ce conflit, non? Et oui, mais le problème pour lui, c'est le problème de Chine. C'est le premier problème pour les États-Unis. Mhm. Quel problème? Les dettes? L'économie, la trade avec la Chine et avec l'Europe, la Russie et l'Ukraine, c'est beaucoup de problèmes. Mais le principal problème, c'est avec la Chine. Et pour la Russie et l'Ukraine maintenant, ils ont trouvé une sorte de consensus, une sorte d'entente quelconque, n'est-ce pas? Les États-Unis veulent soulever ce problème. Parce que c'est un problème qui coûte aussi énormément d'argent. Mais Poutine veut 20% de l'Ukraine. L'Europe ne veut pas ça. Puisqu'il. Vous parlez de Donetsk? Donetsk et Lugansk. Oui. S'il va avoir ces 20% de l'Ukraine, que pense après ça qu'il ne va pas ajouter Lituanie ou Moldavie ou Bulgarie? Oui, mais Poutine a affirmé clairement que ce qui l'intéressait était cette zone-là qui est vraiment frontalière avec la Russie, n'est-ce pas? Mais l'Europe ne veut pas que Poutine va gagner. S'il a cette 20%, c'est Lugansk et cet territoire, il va gagner. Mais ils n'ont pas le choix maintenant. Ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix maintenant. Ils n'ont pas le choix. Non, ils ont le choix. Ils ont le choix. Quel choix? Continuer d'aider l'Ukraine à gagner, au contraire. C'est-à-dire que vous voyez là les États-Unis et l'Europe en quelque sorte, puisque l'Ukraine elle est soutenue par l'Europe et par les États-Unis, et d'un autre côté vous avez le soutien des États-Unis accordé aux Palestiniens. Le problème des États-Unis, elle veut aider l'Ukraine, mais pas charger. Elle ne veut pas charger. Elle veut Britannique, France, l'Europe. L'Europe. Parce qu'elle a suffisamment à faire avec Israël. Trump a dit si on a on a 9 gens qui vont au restaurant et manger. Un de ces 9 va manger de salade. Salade seulement, salade. Et après ça, les 8 veulent que cette 9 qui a mangé le salade, qui va charger. Je ne veux pas charger. Il a dit ça. Comment vous voyez l'année 2026? Est-ce que vous pensez que cette année apportera un calme pour que ce soit la situation entre la Russie et l'Ukraine, Israël et Gaza, ou que vous pensez que ces conflits vont perdurer? J'espère ça. J'espère. On l'espère en tout cas. En tout cas, Monsieur le Général, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et on va terminer par un dernier reportage
concernant la conférence internationale de l'Organisation mondiale des institutions de EFTA. Le grand Mufti Nezar Ayed a présenté le communiqué final affirmant le rôle central de l'EFTA dans la protection de la dignité humaine et la réponse aux crises contemporaines. Les détails dans ce commentaire. Lors de la deuxième conférence internationale de l'Organisation mondiale des maisons et institutions de l'EFTA, le grand mufti d'Égypte, Dr Nazar Ayed, a présenté le communiqué final affirmant le rôle central de l'EFTA dans la protection de la dignité humaine et la réponse aux crises contemporaines. Les principaux points du communiqué sont soutien au peuple palestinien, le droit historique et humain à l'autodétermination est inaliénable. L'Égypte soutient fermement la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale, appelle à la responsabilité internationale pour mettre fin aux agressions et protéger les civils. Charte de l'EFTA et de la dignité humaine, un cadre éthique et professionnel pour guider les fatwas dans le respect des droits humains et des particularités culturelles et sociales. Guide pratique pour les crises et les questions humanitaires. Publication d'un guide de fatwa en situation d'urgence et d'un guide sur les questions humanitaires contemporaines abordant migrants, réfugiés, victimes de conflits, pauvreté, éducation et changement climatique. Initiatives numériques et technologiques. Création de plateformes multilingues. Lancement du projet Fatwa intelligence artificielle pour fournir des réponses fiables et rapides et établissement d'une base de données mondiale des fatwas développementales. Renforcement de la coopération internationale et institutionnelle, échange entre institutions de l'EFTA, agences humanitaires et ministères de la santé, de l'éducation, de la culture et des médias pour promouvoir la tolérance, la coexistence et prévenir l'extrémisme. La conférence a réaffirmé l'importance de l'EFTA comme outil de guidance morale, sociale et humanitaire capable de répondre aux défis contemporains tout en respectant les valeurs islamiques et les droits universels. Sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Je remercie mon invité, docteur général d'état-major, docteur Haytham Hossein. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour vous. Merci. Je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.